connaissons la fin de l'histoire des meurtriers de la lande, Myra Hindley et Ian Brady. Mais que savons-nous du début? Comment une fille ordinaire de Manchester a-t-elle fini par tuer 5 enfants? Ceux qui ont grandi à ses côtés, ceux qui ont étudié son esprit, et les familles des victimes de Myra jettent un nouvel éclairage sur sa descente dans les ténèbres. Le père de Myra a dit à mon père, « J'ai créé un monstre, John. J'ai créé un monstre. » À partir de leurs témoignages, nous avons mis en scène les événements qui ont fait d'elle une icône du mal, inséparable de Ian Brady. Elle lui était très soumise, elle pensait recevoir l'amour qu'elle méritait. Ou elle pensait peut-être que c'était ça l'amour. L'enfance de Myra a été marquée par un manque d'amour. Au lieu d'avoir une mère douce et généreuse pour contrebalancer son père plutôt violent et dominateur, sa mère était également combative. Myra a très tôt été confrontée à la mort. Il était gris, il était blanc. J'ai plongé mes yeux dans le cercueil et j'ai détourné le regard. L'autobiographie inédite de Hindley révèle des détails intimes sur sa relation avec Brady. Dès qu'il a posé sa bouche sur elle, elle a compris qu'il n'avait jamais embrassé personne auparavant. Il l'a meurtrie avec ses dents, il l'a blessée. C'est l'histoire d'un amour devenu toxique, d'un couple retiré dans un monde secret, de fantasmes pervers et violents devenus réalité, et de l'élaboration d'un plan meurtrier qui coûtera la vie à 5 enfants. Pendant l'enfance de Myra, l'argent manquait, mais l'esprit communautaire était fort. Née en 1942, elle vivait à Gorton, l'un des quartiers les plus pauvres de Manchester. Liz Cummings, la cousine d'une des victimes de la lande, Pauline Reed, vivait juste en face. C'était les jours les plus heureux de ma vie. J'ai grandi à Gorton et nous n'avions rien. Mais ensemble, nous formions une grande famille. Mais pour Myra et tous ceux qui vivaient dans ces rues, la violence était là si on la cherchait. Tous ne la cherchaient pas. En la trouvant, tous ne lui faisaient pas face. Tous ne devenaient pas des tueurs d'enfants. Le quartier où Myra vivait, près du monastère, était constitué de très petites maisons. On pouvait entendre tout ce qui se disait à côté, à travers les murs. Aujourd'hui, on appellerait ça des bidonvilles. À l'époque, on dormait tous dans le même lit, les filles aussi. Et en fait, on aimait dormir dans le même lit avant de grandir et de déménager. Nous étions très proches. Les portes étaient ouvertes, les enfants couraient dans toutes les maisons, et c'était comme ça, parce que personne ne touchait à rien. Mais c'était le Manchester de l'après-guerre, et l'industrie lourde dont dépendaient de nombreuses familles était en déclin. Les gens se disputaient. Je me souviens de pères qui se disputaient dans la rue à propos des enfants. Puis ils ne se parlaient plus et les enfants redevenaient amis. C'était ce type de communauté. Myra était un peu plus âgée que moi, mais faisait partie du même groupe d'amis. Myra était probablement la plus bruyante du groupe. Elle était insolente. Elle et sa jeune sœur, Maureen, ont été élevées par leur mère, Nellie, et leur père, Bob, tout juste rentrés de la guerre. On entendait Nellie au bout de la rue parce qu'elle criait. « Myra, Maureen !» Je pense que c'est de là que vient le volume sonore de Myra. Le dîner est prêt. La plupart des informations sur l'enfance de Myra proviennent de Myra elle-même, lorsqu'elle était en prison. Ces récits doivent être traités avec prudence. Elle cherchait à se trouver des excuses, à influencer l'opinion publique et à obtenir sa libération. Elle a décrit son enfance à Duncan Staff, un journaliste qui a eu un accès exclusif à ses documents et à son autobiographie inédite, dans laquelle elle reproche à son père d'avoir façonné sa personnalité. Elle le déteste profondément. D'un autre côté, elle se reconnaît en lui. C'était un homme dur à cuire. Il avait combattu en Afrique du Nord. Une fois rentré, il a trouvé un emploi subalterne, un travail manuel. Il n'a tout simplement pas été en mesure de s'adapter. Pour y faire face, il buvait beaucoup et giflait la mère de Myra. Il a aussi frappé Myra, mais il était plus doux avec Maureen. Il pensait ne pas pouvoir réellement gérer Myra. Pour une raison ou une autre, c'est peut-être en Myra que résidait le problème, ou c'est peut-être les parents qui ne savaient pas gérer la situation.
Pour apaiser les tensions, Mira est envoyée chez sa grand-mère au coin de la rue, mais pas Maureen. Mira y aurait vu l'acceptation de Maureen, alors qu'elle était rejetée et repoussée. Elle aimait sa grand-mère et était heureuse avec elle, mais elle se sentait en quelque sorte étrangère à son milieu familial et au monde qu'il avait créé. Mira affirme que son père se tournait de plus en plus vers la boisson, souvent à la taverne Steelworks, qui existe toujours. Selon elle, les tensions entre ses parents ont empiré. Il revenait de Steelworks, ou Steely, et frappait Nellie, la mère de Mira, tous les soirs. Combien de fois encore? J'ai le droit. 9, 10? Je peux aller boire un verre. De quoi tu parles? Lâche-moi. Tu fais quoi? Mira et sa grand-mère attendaient à l'extérieur et guettaient le son des voix qui s'élevaient et le début de la bagarre. Puis elle se précipitait et Mira essayait de séparer Bob et Nellie, tandis que sa grand-mère frappait son père plusieurs fois pour essayer de mettre fin à la bagarre. Mira elle-même se faisait souvent gronder malgré ses efforts. Au lieu d'avoir une mère douce et généreuse pour contrebalancer son père plutôt violent et dominateur, sa mère était également combative. Bob Hindley a dû penser qu'il aidait sa fille d'une certaine façon. Il lui a appris à se battre. Il lui a appris à faire le genre de choses qu'il faisait lui-même à la mère de Mira. Pour elle, la réaction de son père à un combat de rue sera un tournant. Elle raconte en détail l'échange qui a suivi. Mira s'attendait à ce que son père la protège et la défende parce qu'il était cette figure puissante dans sa vie, mais il a fait l'inverse. Tu vas te débrouiller toute seule, parce que tu es une grande fille maintenant, Mira. Tu sais quoi? Tu vas y aller. Oui, je vais te laisser faire. Vas-y! Elle était seule, mais armée de la technique de combat de son père. Des décennies plus tard, elle se souvient encore de la séquence exacte des coups. Une gauche à la tête, une droite à l'estomac, une gauche à la tempe, puis la victoire. Elle a appris que dominer quelqu'un était important pour s'affirmer et se valoriser. Elle a fait ce que son père avait demandé, et il lui a caressé les cheveux. Il l'a félicité. Il lui a donné son approbation, et c'est ce que Mira souhaitait. Elle a été récompensée par son père, qui lui a fait comprendre qu'il était possible d'influencer le monde extérieur par la force. Bien que Mira en ait fait grand cas, son père n'était pas unique. Mary Smith, qui a grandi à proximité, est la veuve de l'homme qui a épousé la sœur de Mira, Maureen. Si vous rentriez à la maison après une bagarre, la première question qui sortait de la bouche de notre mère était « Tu as gagné ?» Et si ce n'était pas le cas, vous étiez envoyé en mission pour gagner. Et il fallait tenir bon, il fallait simplement gagner. Mira peut prétendre avoir été endurcie par le manque d'amour de ses parents. Mais c'est Ian Brady qui va libérer ses désirs les plus sombres. Mais il est encore loin, et d'autres événements tragiques attendent Mira avant qu'ils ne se rencontrent. Enfant, Mira Hindley s'est forgé une réputation de combattante de rue. Dans son autobiographie non publiée, elle insiste sur le fait que ce milieu difficile et son père violent sont une excuse pour ce qui arrive ensuite. Mais Mary Smith, veuve de l'homme qui fut le beau-frère de Mira, n'est pas de cet avis. Je trouve ça absolument ridicule. Car plus de la moitié, 90% des filles et des garçons élevés à cette époque seraient devenus des tueurs en série. Parce que nous devions tous nous occuper de nous-mêmes. La vérité, selon ceux qui ont connu Mira, c'est que quelque chose dans sa personnalité la distinguait des autres. Elle n'avait aucune empathie pour les autres. Ça ne la dérangeait pas si quelqu'un se blessait. Et si quelqu'un la contrariait, elle s'emportait et frappait. Elle était comme ça.
Je pense qu'elle pouvait bien se débrouiller seule. Elle n'avait peur de rien ni de personne. La réputation de combattante de Mira fait d'elle une cible. D'autres enfants, souvent plus grands, voulaient se mesurer à elle. Un jour, un garçon a appris qu'elle avait été traitée pour des lentes. Au début, il avait l'avantage. Elle lui criait de s'arrêter. Elle se souvient qu'il n'a pas respecté les règles du combat de rue. Il ne s'est pas arrêté quand il aurait dû et a continué à la frapper. Elle l'a donc puni, en l'attrapant par la tête et en la frappant à plusieurs reprises sur le sol. Elle allait le punir au-delà de la valeur de sa vie. Il y avait un potentiel qui n'était pas limité par ses émotions, ce qui pourrait indiquer un déficit. Toujours présent chez Mira, cette froideur, ce manque cruel d'empathie. Cela signifie qu'elle avait le potentiel, tout au long de sa vie, de faire de sérieux dégâts. Mira affirme que ses prouesses lui ont donné un nouveau rôle dans la rue. Elle a atteint un certain statut et a assumé le rôle de protectrice. Souvent, c'est sa sœur Maureen qu'elle protège. Avec une ironie tragique, elle a fait de même pour l'amie de Maureen, Pauline Reed. Mais 10 ans plus tard, Mira choisira Pauline pour devenir la première victime de la lande. Si Mira était plus féroce que beaucoup, elle était aussi plus brillante. Une question intéressante est de savoir si une meilleure éducation aurait sauvé Mira Hindley. Elle échappait aux turbulences de sa vie en se réfugiant dans un monde de fiction. Elle s'enfermait dans les classiques des enfants de l'époque. Beatrix Potter et Enid Blyton, puis Le Jardin secret et Hirondelle et Amazon. Elle cherchait quelque chose d'autre, quelque chose qui dépassait la vie ordinaire. Elle voulait toucher à un pouvoir plus grand. Elle a essayé la religion, mais elle a aussi vu dans la littérature un moyen d'aller au-delà de la réalité. Mira allait à l'école du dimanche, au monastère Saint-François, à proximité. Son père et elle voulaient qu'elle y fasse ses études secondaires, mais sa mère n'était pas d'accord. La mère de Mira a fini par gagner. Mira a été inscrite au certificat d'études primaires, mais elle se souvient avoir dû passer l'examen dans une école pour enfants de classe moyenne, située dans un autre quartier de Manchester. Elle dit s'être sentie dépassée avant d'échouer. Comme le souhaitait sa mère, elle a été envoyée dans le lycée multiconfessionnel local. En tant qu'adolescente et baby-sitter très demandée, Mira faisait profil bas à l'école, appréciant toujours la littérature anglaise, mais étant souvent absente. Elle n'était pas très communicative, même à l'école. Elle ne s'intégrait pas très bien. C'est comme si elle cherchait quelque chose et qu'elle ne le trouvait pas. Elle avait tendance à éviter les filles et à fréquenter des garçons, dont Alan Grafton. À mon avis, Mira était plus un garçon manqué que les autres filles. Je ne pense pas que beaucoup de garçons de l'époque étaient séduits par Mira. Elle était bruyante et elle savait se battre. Je ne pense pas qu'ils voulaient s'impliquer. Mais à cette époque, Mira avait le béguin pour l'un de nos amis, Michael Higgins. Michael était gentil et tout le monde l'aimait bien. Michael, âgé de 13 ans, avait 2 ans de moins que Mira. Ils étaient inséparables. Ils étaient toujours ensemble, de très bons amis. Elle l'emmenait au parc et ils allaient nager ensemble. Ils avaient aussi les mêmes initiales, ça fait une différence. Mira était une bonne nageuse et s'occupait de Michael. La tragédie a frappé le jour où elle a décidé de ne pas le suivre. Malheureusement, Michael, par une journée ensoleillée, s'est rendu à Depdale Park à Gorton, où il y a des réservoirs. Il est allé se baigner avec des amis et Michael n'est jamais rentré à la maison. Apparemment, les courants de ce réservoir lui ont coûté la vie. Michael, qui était avec 2 autres garçons, s'est éloigné de la rive et a eu des crampes dans l'eau froide et profonde. Un plongeur a retrouvé son corps dans la soirée.
Elle était dévastée par la mort de Michael. Tout le monde était dévasté, car c'était un garçon adorable. Elle pense qu'elle aurait dû être là, elle avait dit qu'elle serait là, elle n'est pas venue, elle aurait pu le sauver. Voilà le scénario. Cette nuit-là, Mira s'est couchée avec sa grand-mère. Dans un cauchemar concernant Michael, elle plongeait sous l'eau, essayant de le sauver, attrapant ses cheveux, mais ils étaient trop courts. Puis elle s'enfonçait à son tour, avalant des bouffées d'eau. Mira décrit de nombreux cauchemars et des moments presque surréalistes où elle avait l'impression de rejouer le scénario de la mort de Michael. Comme si elle essayait d'être physiquement sur les lieux pour pouvoir faire quelque chose. Mais elle l'a aussi vécu comme une pensée obsessionnelle, intrusive, presque comme quelque chose que les gens normaux voudraient repousser. Mais je pense que Mira y a vu une sorte de vision d'un autre monde, un monde dans lequel elle pourrait peut-être presque faire des choses surnaturelles. Toute la matinée, je me souviens des gens qui frappaient aux portes, annonçant que Michael Higgins s'était noyé. Mira était très contrariée, car de toutes les filles, je crois qu'elle était la plus proche de Michael. Le corps de Michael a été déposé dans l'entrée. Ses amis ont été invités à le voir. Il était gris, il était blanc. J'ai plongé mes yeux dans le cercueil, j'ai détourné le regard et j'ai essayé de partir dès que j'ai pu. Ça m'a tellement choqué de voir le corps dans le cercueil que je n'ai jamais été voir personne d'autre. Mira, elle aussi, a vu le corps. Elle a décrit avec beaucoup de détails inhabituels la vue de Michael allongé dans le cercueil. La lumière sur son visage et la façon dont elle pouvait voir un bout de son œil. C'est très frappant, ce détail qui est presque une obsession de la mort. La mère de Michael lui a arraché le chapelet des doigts et le lui a tendu. Mira s'en était voulu, mais après avoir vu le corps de Michael, sa réaction à la mort a changé. Elle est devenue une source de colère, dirigée contre les autres et non contre elle-même. Elle voulait exprimer ses sentiments, ses frustrations sur les autres. Elle a rassemblé de l'argent pour une couronne, souvent de manière très menaçante et forcée. Ce qui était troublant, compte tenu du fait qu'elle aurait dû être désemparée, silencieuse et triste. Elle ne l'était pas. Un soir, elle est persuadée d'avoir vu Michael la fixer. Elle va vers lui, mais il disparaît. Les descriptions détaillées de la mort abondent dans l'autobiographie non publiée de Mira. Un chien qu'elle a trouvé décapité par un train. Un garçon qu'elle a vu se vider de son sang après avoir été écrasé par un camion. Un chat déchiré en deux par des chiens. L'autobiographie n'a jamais été publiée car ses partisans, après l'avoir examinée, ont réalisé qu'elle trahissait Mira. Elle lui portait préjudice, car elle montrait que c'était une personne inhabituelle, familière et à l'aise avec des scènes d'extrême violence et de mort. Après la mort de Michael, Mira s'est plongée dans la religion. Elle en est devenue obsédée. Elle se rendait constamment à l'église. Quand elle se concentrait sur quelque chose, elle s'y attachait totalement. Mais ses amis estiment qu'elle n'a pas encore trouvé ce qu'elle cherchait. Une nouvelle Mira apparaît. Elle quitte l'école, trouve un poste de dactylo et se teint les cheveux en un blond tristement célèbre. C'était comme si elle était à la recherche de l'amour qu'elle n'avait jamais reçu à la maison. Mais elle voulait un amour masculin, rien d'autre. Après une série de relations, elle s'est retrouvée avec un garçon appelé Ronnie Sinclair. Malgré la réputation de Mira, il avait osé lui tirer les cheveux au cinéma. Ronnie lui a demandé si elle voulait l'épouser. Ils se sont achetés des bagues et se sont fiancés. Mais Mira avait l'impression que leur relation évoluait dans le sens qu'on attendait d'elle, qu'elle devrait épouser Ronnie d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas vraiment ce qu'elle voulait. À la maison, Maureen, la sœur de Mira, a également un nouveau petit ami, et la dynamique de la famille change à jamais. Après un AVC qui l'a rendu semi-invalide et aigri, le père de Mira, Bob, continuait à déverser sa frustration sur la mère de Mira. Maureen savait à quoi s'attendre si Mira l'apprenait.
Le petit ami de Maureen, David Smith, jouera plus tard un rôle essentiel dans la traduction en justice des meurtriers de la lande. Va juste prendre une tasse de thé avec lui. Tu penses qu'il va m'écouter? Pour moi. Il ne voulait pas vraiment aller à la maison parce qu'il ne voulait pas avoir affaire à lui. Dans ses mémoires, David Smith décrit en détail le moment où il a vu la famille Hindley et Myra sous leur vrai jour. David, un jeune homme de 15 ans, devait apaiser les choses avant que Myra n'ait vent de ce qui s'était passé. Il est arrivé trop tard. David s'y rend juste à temps pour voir Myra arriver, avancer et dominer immédiatement la maisonnée et son père. Elle l'a humilié en lui disant que s'il recommençait, elle ne se contenterait pas de le frapper à son tour, elle l'enverrait à l'hôpital, voire au cimetière. L'intention, la domination et le mépris cruel pour autrui, même pour son propre père, étaient déjà là. Cela a inversé la domination exercée par son père dans son enfance. D'accord, c'était pour défendre sa mère. Pourtant, elle se montre aussi impitoyable avec son propre père, qu'il l'a été à l'époque avec elle. Des années plus tard, Myra a décrit comment elle se sentait prise au piège à ce moment-là. À l'âge de 19 ans, elle tente de changer d'emploi et se présente à un entretien à Millwards Merchandising, une entreprise de Gorton. C'est très bien, mademoiselle Hindley. Voici votre bureau. Une amie lui avait déjà parlé d'un homme timide et intrigant qui travaillait là. Lorsque les humains se rencontrent, nous revenons aux temps primordiaux. Nous n'avons pas le temps de faire de longues présentations. En fait, nous établissons souvent un contact émotionnel immédiat avec quelqu'un en une fraction de seconde. Myra, voici Yann. Yann. Voici Myra. Voici ce qui est arrivé à Myra Hindley lorsqu'elle a rencontré Yann Brady. Enchanté de vous rencontrer. En plus d'être plutôt bel homme, il avait une nature étrange, distante et froide. Il semblait plus insaisissable qu'engageant, et il avait l'air plus dédaigneux qu'intéressé. Cela l'a attiré. Myra Hindley s'est instantanément éprise de Yann Brady, et lorsqu'elle a rencontré ses amis ce soir-là, elle n'a pas cessé de parler de lui. C'était Yann par-ci, Yann par-là, et cela a duré très longtemps. Dans son autobiographie, elle raconte qu'en rentrant chez elle, elle regarde par la fenêtre et voit des scènes banales de la vie ordinaire à laquelle elle pourrait s'attendre si elle épousait Ronnie. Ce n'était plus suffisant. Chaque pas l'entraînait dans une direction nouvelle et mortelle. Lorsque Myra Hindley est arrivée pour son premier jour chez Millwards Merchandising en janvier 1961, elle savait déjà ce qu'elle attendait de son travail. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Dans son autobiographie non publiée, Myra Hindley a écrit qu'elle était complètement éprise de Yann, mais elle n'arrivait pas à comprendre la façon dont il lui avait répondu. Merci pour votre coopération, etc., etc. Elle était habituée à des garçons qui vous disaient immédiatement qu'ils avaient envie de vous. Yann restait complètement à l'écart. Merci. Plus tard, Myra Hindley a décrit cela comme un comportement de contrôle qu'il exerçait délibérément, parce qu'elle essayait de se dépeindre comme quelqu'un qui était manipulé par Yann Brady depuis le début. Je ne suis pas sûr que ce soit exact, mais je suis sûr qu'il était froid avec elle. Pour ceux qui ont grandi avec elle à Gorton, il était clair que Myra avait tourné la page sur ses combats de rue. Mais sa personnalité dominatrice est restée. Elle avait l'habitude de se tenir devant Millwards avec un petit ami, mon ex-mari, et nous marchions sur Leamington Road. Et même si elle vous connaissait, elle vous ignorait. Elle ne voulait pas reconnaître que vous étiez là. Elle avait un visage de marbre, de pierre, appelez-le comme vous voulez. Pour ceux qui connaissaient Myra, Yann, qui venait de Glasgow, était un étranger.
Elle le trouvait probablement beau, mais ce n'était pas mon genre. Et il était aussi plus âgé qu'elle. Vous voyez, il ne faisait pas partie de notre cercle. La plupart des gens fréquentent des personnes de leur âge et non des personnes beaucoup plus âgées qu'eux. Il était très chic. Il avait l'air très intelligent. Je ne dis pas que les gens de Gorton n'étaient pas élégants, mais il était trop bien habillé pour Gorton. Je me souviendrai toujours de ce garçon dans le coin avec une bière Alpha Bitter et un dictionnaire. Et finalement, il s'est avéré que c'était Ian Brady. Il avait une moto et aucun gamin n'avait de moto. Mira était intéressée par ce garçon sur une moto. Comme Mira Hindley, Ian Brady est issu de la classe ouvrière pauvre. Mais son parcours est encore plus difficile que celui de Mira. Sa mère s'appelait Peggy. Elle était serveuse dans un salon de thé et elle est tombée enceinte. Une rumeur diffusée par un journaliste de Glasgow. Elle n'a pas pu supporter le fait qu'elle avait un jeune enfant et elle l'a donné en adoption grâce à une agence de presse. Ainsi, comme Mira, il a eu le sentiment d'être disloqué et rejeté par sa famille. Placé en famille d'accueil, Brady commence à voler très jeune, ce qui lui vaut une série de condamnations. C'était quelqu'un qui éprouvait du plaisir et des sensations fortes à commettre des crimes, plutôt que d'en tirer un simple profit. C'était quelque chose qu'il allait faire pour le reste de sa vie. Finalement, un tribunal lui a donné le choix, rejoindre un établissement pour jeunes délinquants ou rejoindre sa mère biologique à Manchester. En 1954, Ian a pris le train de Glasgow jusqu'à la gare Victoria de Manchester. 6 ans plus tard, il rencontre Mira Hindley chez Millwards. Elle découvre vite une autre facette de cet homme froid. À l'heure du déjeuner, il sortait pour parier et appelait ensuite les bookmakers pour obtenir les résultats. Son nom de pari était Gorgonzola, plus tard changé en Gorgone, et ça allait quand il gagnait. Mais quand il perdait, il explosait. Dans ces éclairs de colère, Mira a vu quelque chose qu'elle connaissait bien. C'était le comportement de son père. Et d'un côté, ça la répugnait. Mais d'un autre côté, c'était familier. C'était quelque chose qu'elle comprenait et qu'elle savait gérer. Donc ça ne l'a pas découragée. D'une manière étrange, cela l'a attirée vers lui. À d'autres moments, il parlait non pas pour plaisanter, mais pour exposer des idées sur la philosophie et la littérature, en montrant clairement qu'il était à part et supérieur. Mira était fascinée, mais Ian semblait indifférent. Ici, ce n'est pas Ian qui a essayé de repérer Mira en voyant une potentielle victime ou collègue. C'est Mira qui a poursuivi Ian, au début et pendant assez longtemps. Pendant un temps, elle traquait Ian, empruntant le petit garçon de sa tante et le promenant dans la rue de Ian, mais elle ne l'a jamais vu. Finalement, elle a décidé de montrer à Ian qu'elle s'intéressait elle aussi aux grandes idées. Elle s'est rendue à la bibliothèque de Gorton et a trouvé un recueil de poèmes de Wordsworth. Elle se souvient en détail des conversations qui ont suivi. Wordsworth. Ils sont bons? Ils sont merveilleux. Surtout les plus longs. Je pense m'en prendre un. C'est un moment de bonheur pour elle. C'est le moment qu'elle est bien décidée à mettre à profit. Et elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour s'assurer qu'une fois qu'il l'avait remarquée, il ne cesserait jamais de la remarquer. Et qu'elle nouerait une relation avec lui. Vous écoutez de la musique? Bien sûr. Elle voulait Ian plus que tout. Quel genre? Plein de genres. Un peu de pop, de classique, de big band, plutôt éclectique en réalité. Ian Brady utilisait de petites choses pour se démarquer de son milieu ouvrier. Je préfère la musique plus élaborée. Des extraits de télévision, de bibliothèque. Pour lui, il s'agit de choses extrêmement importantes. Il ne buvait donc pas de bière, mais du vin rouge. Il n'écoutait pas de musique pop, mais de la musique classique. Je peux vous prêter quelques bobines. La technologie fascinait Ian Brady. Il avait son propre matériel d'enregistrement, son kit photographique, sa chambre noire. Mira décide d'économiser pour acheter un magnétophone. Des années plus tard, elle a décrit son obsession pour Ian à l'aumônier de sa prison, le père Michael Tider. Il lui a fait découvrir un autre mode de vie. Il l'a vraiment sorti de ce milieu ouvrier très pauvre dans lequel elle avait grandi. Il lui a montré d'autres choses. Il était probablement un homme passionnant.
Elle avait verrouillé son viseur sur lui. Elle avait une personnalité inhabituelle, car elle était obsédée par les choses. Elle a annulé ses fiançailles avec Ronnie Sinclair, qui était désemparée. Il l'appelait chaque jour, mais elle était obsédée par Brady. Plus tard, elle m'a écrit à ce sujet. Elle s'est rendue compte qu'il s'agissait d'un moment critique de sa vie. Si elle avait épousé Ronnie Sinclair, elle serait probablement devenue une mère ordinaire dans un quartier populaire de Manchester et aurait mené une vie heureuse. Mais ce n'est qu'en décembre 1961, pendant la fête de Noël de l'entreprise, presque un an après son entrée chez Millwards, que la relation de Myra Hindley avec Ian Brady commence vraiment. Il l'invite à danser. La fête de Noël chez Millwards Merchandise a été très arrosée. Il faisait la fête dans un pub. Myra était assise au bord de la piste de danse, se sentant un peu instable, et Ian s'est approché d'elle en titubant. Il lui a demandé si elle voulait danser et l'a aidé à se lever. Ils se sont baladés sur la piste de danse. Ian lui a piétiné les pieds. Mais c'était le moment le plus heureux de la vie de Myra Hindley. Après la fête, Ian propose d'aller boire un verre. Puis il la raccompagne chez elle. J'entre. Non. Tu t'arrêtes là. Myra a raconté en détail son premier baiser avec Ian Brady. Dès qu'il a posé sa bouche sur elle, elle a compris qu'il n'avait jamais embrassé personne auparavant. Il l'a meurtrie avec ses dents. Il l'a blessée. Il s'agissait d'un homme qui n'avait jamais eu d'affection physique auparavant. Tu dois partir. Tu ne sais pas combien de temps j'ai voulu faire ça. Mais si Myra pensait qu'elle et Ian étaient ensemble, il avait d'autres idées. Un long schéma d'encerclement mutuel, de jeu de confiance et d'attirance a commencé à se mettre en place. Cela est resté au cœur de leur relation pour le reste de leur vie. Il ne lui parlait pas, il ne la reconnaissait pas dans le bureau. Puis il revenait soudain, il allait la chercher, il lui achetait des choses, il l'emmenait pour qu'elle se sente spéciale. Puis il la laissait tomber et recommençait exactement la même chose. Et je pense qu'il s'agit d'une préparation. C'est un moyen de prendre le contrôle d'une autre personne. Et je pense que c'était une façon systématique de la traiter, jusqu'à ce qu'il sente qu'il avait le contrôle sur elle et qu'elle avait besoin de lui. Les relations sexuelles qu'elle a accepté d'avoir avec Ian ont été brutales. Il l'a mordue plusieurs fois. Au lieu d'un moment chaleureux et affectueux, elle m'a décrit en détail la violence de la situation, la manière dont il était brutal avec elle. Elle essayait de se présenter comme une personne irrésistiblement attirée par un homme avec un côté sombre. Mais alors que la plupart des jeunes femmes, qui avaient un petit ami violent, mettaient fin à la relation lorsqu'elles perdaient leur virginité, Myra ne l'a pas fait. Il y avait chez lui quelque chose de brutal qui fascinait Myra, qui l'interpellait même. Cela résonnait un peu avec ses échanges avec son père, cela nourrissait son besoin d'aller au-delà de ce que les autres atteignaient. L'acceptation par Myra du côté sombre de sa personnalité l'a encouragé à en révéler davantage. Couche par couche, Brady l'entraînait plus loin dans ses fantasmes. Je pense que c'était une spirale descendante en ce qui la concerne. Tu sais quel âge j'avais quand j'ai tué mon premier chat? Je t'écoute. 10 ans. Il l'a changé. Il l'a manipulé. Et même si ce mot n'était probablement pas utilisé à l'époque, je pense que nous connaissons maintenant sa signification. Je l'ai jeté d'un immeuble. Il a crié tout le long. Il avait un scénario en tête et il devait l'amener à un point où elle l'aiderait à le jouer. Je ne le fais plus aujourd'hui. Seulement à des gens. C'est un niveau supérieur. Petit à petit, Ian révèle à Myra les livres et les idées qui ont donné forme à ses fantasmes, y compris le marquis de Sade, grand prêtre du sadisme, qui prêchait que la violence, et en particulier la violence sexuelle, était justifiée parce qu'elle était agréable et naturelle. Tu sais ce que j'ai pensé quand j'ai commencé à lire le marquis de Sade? Dis-moi. Ian Brady considérait les comportements sombres et anormaux comme quelque chose qui le séparait de son milieu ouvrier. Il s'est donc intéressé au marquis de Sade. Il s'intéressait au sadomasochisme.
C'était très inhabituel. Mira Hindley a pu entrer dans ce monde, en partie parce qu'elle a vu en Ian Brady le reflet de son père. Alors que son père la battait dans sa jeunesse, Ian Brady la battait pendant les rapports sexuels. Son enfance l'avait donc, en quelque sorte, préparée à entrer dans ce monde avec Ian Brady. Ils se sont retirés dans un monde privé, à l'écart d'une société dont ils méprisaient de plus en plus les règles. Mais leur entourage a eu un aperçu de l'évolution de leur relation. Elle lui était très soumise, elle pensait recevoir l'amour qu'elle méritait. Ou elle pensait que c'était ça, l'amour. Je ne sais pas, mais s'il lui disait de se tenir sur la tête, elle se tenait sur la tête. Mira, tu as vu ton alu? Un été, elle était devant Millwards et elle portait un petit haut et un short, et il n'a pas aimé. Il l'a obligée à l'enlever, et elle l'a fait. Enlève ça maintenant. Ici, oui. Dans la rue? Dans la rue. Mais que lui restait-il? Un jupon intégral et une culotte. S'il disait que le charbon était blanc, il était blanc. Et elle est montée à l'arrière du vélo sans vêtements. Il lui a donné un livre intitulé « Les ambitieux » de Harold Robbins, qui décrit avec des détails graphiques et écœurants le viol d'une jeune fille de 15 ans. Ian a tiré de ce livre l'idée que le viol, l'inceste et la pédophilie étaient des aventures. Si un homme a la possibilité d'exécuter son meurtre à la hache, il doit la saisir. Le couple a commencé à concrétiser ses rêves de violence. Alors qu'auparavant Ian se complaisait dans la cruauté envers les animaux, il a décidé de devenir leur protecteur. Le couple lisait des rapports sur les personnes coupables de cruauté envers les animaux, puis partait en voyage pour se venger. Ian pouvait justifier le fait d'être vraiment vicieux, nuisible et sadique à l'égard des personnes qui étaient potentiellement coupables. Ian donnerait une correction aux responsables, ou jetterait une brique à travers une fenêtre. Mira et lui construisaient un monde où ils faisaient ce qu'ils voulaient aux autres. À chaque nouvelle aventure, ils imaginaient l'étape suivante. Nombreux sont ceux qui en ont souffert. Ian Brady était un planificateur. Dans ses fantasmes de crimes violents, il a apporté une réflexion méticuleuse. Mais il avait besoin de Mira Hindley pour réaliser ses fantasmes les plus horribles. Il faut lire ceci. Il a trouvé un livre intitulé « Crime », qui raconte l'enlèvement et le meurtre réel d'un écolier de Chicago par deux jeunes gens riches et séduisants qui pensaient avoir commis le crime parfait. Mais ils se sont fait prendre. Ian Brady a utilisé le livre « Crime » de Meyer Levine comme un plan pervers pour les meurtres de la lande. Le livre est censé être un argument contre la peine de mort, mais Ian Brady l'a lu sous un angle très différent. Il s'est contenté d'examiner les erreurs commises par les meurtriers Léopold et Loeb dans leur façon de commettre ce crime. Ils ont donc enlevé quelqu'un près de chez eux. Ils l'ont enterré dans un fossé de drainage où le corps a été retrouvé. Lorsqu'ils ont brûlé le visage de la victime avec de l'acide, ils ne l'ont pas fait correctement et la victime a pu être reconnue. Ils considéraient que leurs efforts étaient futiles, immatures, entachés d'erreurs et qu'ils n'étaient pas aussi prévoyants que lui. Ils ont été vus lors de l'enlèvement et ont laissé du sang derrière eux. Ces idiots n'ont pas bien caché le corps. Des années plus tard, Mira décrit cette conversation. Il ne faut pas faire comme ça. Il faut un plan. Il faut s'assurer que le corps ne soit jamais découvert. Ils ont élaboré un plan pour que Mira porte un déguisement et récupère un enfant. Ils se rendent ensuite à Saddleworth Moor, où l'enfant est violé, assassiné et enterré. Ils sauront. Non. Ce sera le meurtre parfait. Et toi, tu vas m'aider. Ils ont commencé à rouler, à repérer des victimes potentielles,
à prendre des photos et à répéter leur rôle. Pas de réponse. Bingo. Dans ses descriptions ultérieures de la période précédant les meurtres, Myra Hindley disait avoir été forcée à commettre les meurtres et à rechercher des enfants. Mais cela a duré un certain temps et il est frappant de constater qu'elle ne s'est pas retirée. Elle n'est pas partie. L'idée du meurtre parfait s'est immiscée dans leur vie sexuelle. Au fil du temps, ce qui n'était au départ qu'un fantasme est devenu une possibilité réelle. Mais à ce stade de son récit, Myra affirme qu'elle avait besoin d'un dernier coup de pouce pour passer à l'acte et qu'un jour, elle l'a obtenu. Voici sa version des faits. Elle a écrit qu'un soir, elle a commencé à se sentir mal. Elle s'est assoupie et s'est réveillée avec une effroyable gueule de bois. Il s'est avéré qu'il l'avait droguée en utilisant les comprimés de Nambutal de sa grand-mère. Il l'a ensuite violée, photographiée et mordue. Ça peut être dû aux somnifères. Quel somnifère? Ceux de ta grand-mère. Tu étais dans les vapes, complètement à côté de la plaque. Espèce de salaud. Pourquoi t'as fait ça? Parce que tu es à moi. Tu étais dans les vapes. Parce que je pouvais faire ce que je voulais. Il est possible qu'elle ait participé volontairement à la séance photo et qu'elle ait concocté l'histoire des somnifères pour suggérer qu'elle était à la merci de Yann. Selon elle, il lui a montré les photos quelques jours plus tard. Tu veux voir? Quoi? De quoi tu avais l'air? Quand je t'ai déshabillé. Tu étais dans les vapes. Myra a affirmé avoir eu tellement peur qu'elle avait écrit une lettre à remettre à la police si elle disparaissait. Elle a déclaré que son corps serait retrouvé dans un trou de Saddleworth Moor, mais il n'y a aucune autre preuve de l'existence de la lettre. Elle a ajouté qu'elle l'avait récupérée et détruite par la suite. La question se pose de savoir si cette lettre a existé ou non. S'agit-il d'une vraie lettre ou d'une simple tentative de se présenter une fois de plus comme une victime? Encore une fois, en tant que personne qui ne voulait pas vraiment commettre ces meurtres. Mais il ne faut pas oublier qu'elle a continué. Elle a maintenu sa relation avec Ian Brady et a participé à l'exécution des meurtres de la lande. La seule explication pour qu'elle soit allée jusqu'au bout, c'est qu'elle a gobé cette histoire d'objectif de vie de Yann. Elle a pensé que sa philosophie était bonne, et comme elle était totalement du côté de Yann, elle était à l'abri de finir en victime. La relation entre Myra et Yann était très proche de celle des Scorpions. Dans cette relation, aucun des deux ne voulait tourner le dos à l'autre, de peur que le caractère vicieux et sadique de l'autre ne se retourne contre lui. Et il pourrait devenir la victime. Ils ont tous les deux agi ensemble. La prochaine fois, nous verrons comment Myra a aidé à planifier et à dissimuler la mort de 5 enfants avec précision. Nous révélons son rôle dans l'enlèvement, le viol et le meurtre de chaque enfant victime. Mon père a dit que Myra avait commis un meurtre et qu'il y avait d'autres corps dans la lande. Ma mère a dit, c'est là que se trouve notre Pauline. Et Bob a dit, oui, j'ai créé un monstre Maggie. Et nous racontons l'histoire de ceux qui se sont échappés, y compris l'adolescent en qui ils avaient trop confiance, qui allait être témoin de leur dernier meurtre et provoquer leur chute.